Il y a une tendance générale à considérer que la politique ne peut plus changer la vie. Ça, c'est la tendance de fond. Et puis, il y a certainement un point en particulier sur ces élections, ces échelons, méprisés, maltraités, et donc une partie de la population qui, littéralement, ne voyait pas l'intérêt. Et pour nous, c'est extrêmement important de faire la part des choses, pour notamment les échéances qui viennent. Mais il y a un point, un travail de fond, qui est de redonner confiance dans le travail des élus dans les institutions. Et puis moi, ce que j'appelle la démocratie en continu, c'est-à-dire, rendez-vous compte aujourd'hui, quand un député, notamment LREM, nous dit eh bien, écoutez, j'ai été élu en juin 2017 et donc j'ai raison sur tout le temps. On lui dit le monde a changé depuis 2017. Il y a une nécessité d'entendre, de remettre du participatif dans la démocratie représentative. Là, on a un mandat de 7 ans. Donc évidemment, en 2026, en 2027, en 2028, quand des gens aux manettes vont nous dire bah, écoutez, on a raison, puisqu'on a été élu un beau jour de juin 2021 avec 35% de participation, vous voyez qu'on arrive à la limite d'un système et on a vraiment besoin de remettre du participatif dans la démocratie représentative. Et c'est aussi pour ça qu'on en veut à Emmanuel Macron d'avoir cassé cette belle initiative de la Convention citoyenne. L'autre déception, c'est évidemment le fait qu'on n'ait pas gagné de région. Là, je ne vous l'apprends pas, je crois que vous l'aviez vu, le soir des élections. Il y a une glaciation. Il n'y a aucune région qui bouge, si ce n'est à La Réunion. Et donc, l'enseignement, par contre, c'est que nous sommes la seule force en dynamique. Après la percée des européennes, l'ancrage au municipal, on assiste en fait à une forme d'enracinement, de consolidation de l'écologie au régional et au départemental. Et je ne suis pas dans l'auto-satisfaction, c'est le constat clair et net. Quand le FN, qui constitue toujours une menace, est néanmoins contenu, eux doutent. Aujourd'hui, ils doutent de l'avenir. LREM a tout fait pour enjamber ces élections. LREM a tout fait pour que le temps consacré à ces élections soit le plus bas possible. Et bien, de fait, les résultats de leur liste leur donnent entière satisfaction et sont réduits à faire de la figuration. Nous, pour notre part, nous doublons le nombre d'élus dans les conseils régionaux, dans les conseils départementaux. On est une augmentation en voix par rapport à 2015, malgré l'abstention. Donc, je veux vraiment saluer l'ensemble des têtes de liste régionales, et évidemment, à travers ces têtes de liste régionales, on plie un peu plus la lumière, l'ensemble des candidats et candidates au départemental. Voilà. Charlie Landry, dans notre France, Hélène Renaud en Grand Est, Stéphanie Moll en Région-Franche-Comté, Pierre Desmar en Bretagne, Mathieu Orphelin en Pays de la Loire, Charles Fournier en Centre-Val-de-Loire, Fabienne Valère en Auvergne-Rhône-Alpes, Nicolas Ferry en Nouvelle-Aquitaine, Antoine Maurice en Occitanie, et bien sûr, Jean-Laurent Péligan. Vraiment à travers ce quelques lignes, les candidats qui n'ont pas été retenus, qui n'ont pas été éligibles, militants, ont consacré des mois et des mois à cette chose qui nous dépasse, ont mis de côté leur famille, ont consacré du temps, de l'énergie, de l'argent souvent, dans cette chose qui nous dépasse, l'écologie. Et merci pour eux, merci pour eux. C'est un temps incroyable. Autre élément qu'on peut retenir, c'est que dans 3 régions, l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Pays de la Loire, c'est l'écologie qui arrive en tête à gauche, non seulement, mais c'est aussi l'écologie qui rassemble, qui a su rassembler quand d'autres partenaires ont joué cavalier seul et nous ont littéralement trahi. C'est l'écologie qui s'affirme, c'est l'écologie qui arrive en dynamique, et c'est l'écologie qui rassemble. Et c'est cette affirmation de l'écologie qui est le ferment des succès à venir. Il y aura encore beaucoup à dire sur les régionales et les départementales, et j'imagine qu'on en parlera pendant le débat politique général. Et vous voyez que là, on dessine un plan à percer aux européennes, ancrage au municipal, et cette consolidation, cet enracinement au régional et au départemental. Et ce n'est pas un vain mot. Dans les territoires, dans les villes où nous sommes aux manettes, on fait des scores absolument inédits. On arrive dans des seconds tours au départemental et des plus jamais vus.
il y a un véritable enracinement, un ancrage. Ça n'a pas suffi pour gagner, évidemment, je le sais. Mais je crois qu'on a posé quelques jalons. Pour ma part, pour dire un mot plus personnel, j'ai été en fait en vrai élu quand le vendredi, avant-veille du second tour, la liste que je conduisais avec Clémentine Autain et Audrey Pulvar recevait coup sur coup le soutien de Lionel Jospin, de Christiane Taubira et de Marie-Georges Buffet. Et donc, l'idée, c'était évidemment pas de réinventer une gauche plurielle, mais il y avait ce sentiment de transmission et que des majorités plurielles, dont la colonne vertébrale serait l'écologie, eh bien, ces nouvelles majorités étaient possibles. Et j'ai eu un échange avec Lionel Jospin, je lui disais qu'à bien des égards, il nous servait de boussole, ces trois-là, Jospin, Taubira, Buffet, et il disait, bon, les boussoles, c'est très très bien, à condition de savoir où on va. Et clairement, il faisait référence à tous ces anciens socialistes complètement perdus, qui risquent le naufrage. Et bien nous savons pourquoi nous nous battons. Pour l'écologie, pour l'environnement, pour la justice sociale, pour la démocratie. Et donc maintenant, notre mouvement doit s'organiser, et c'est ce que nous sommes en train de faire, pour la présidentielle et les législatives. Alors, il y a bien sûr toujours l'enjeu sanitaire, et ce mauvais film qui se rejoue le risque d'une nouvelle vague. Donc nous appelons le gouvernement à anticiper. C'est ce que nous faisons avec le climat, c'est ce qu'il faut faire avec la santé et cette nouvelle épidémie. Profitons de l'été, que les bâtiments scolaires soient vides, pour les adapter à la rentrée scolaire. C'est les purificateurs d'air, c'est le recrutement d'agents pour avoir des protocoles sanitaires corrects, et évidemment faire de même dans les transports ou pour le télétravail. Et puisqu'on nous dit que désormais les tests PCR pourraient être payants, soi-disant que ça aiderait à la vaccination, soi-disant qu'il y aurait des personnes assez farfelues pour s'infliger dans les narines des tests dits de confort, voilà. Nous devons réaffirmer que la santé est un bien commun. Et ce n'est pas un luxe, et qu'on ne doit pas payer pour se soigner. Et bien au contraire, nous devons faire campagne pour la libération des brevets. Joe Biden aux États-Unis s'y est engagé, contraignant Emmanuel Macron à changer de pied et à soutenir le principe, mais ce n'est pas la position de la France au niveau de la Commission européenne. Donc maintenant, il faut pouvoir le dire, nous avons besoin qu'à travers le monde, chacun, chacune puisse avoir accès à des vaccins. C'est un enjeu tout simplement de dignité humaine, de fraternité, de solidarité. C'est aussi plus cyniquement la condition de notre santé à toutes et tous. Nous savons désormais qu'il y a une interdépendance et que si nous nous faisons vacciner, mais que nous laissons des poches de pauvreté en Inde, en Amérique du Sud et ailleurs, eh bien la stratégie vaccinale ne tient pas plus. Il y a un enjeu à cette solidarité. Les vaccins sont un bien public mondial et ils doivent bénéficier à tout le monde. L'enjeu, désormais, c'est qui paye la crise. Les laboratoires pharmaceutiques ont été rémunérés, et c'est tant mieux. Désormais, on doit pouvoir favoriser la libre circulation des vaccins. L'enjeu de qui paye la crise, c'est pas un petit enjeu. Tout ne doit pas repartir comme avant. Et à ce moment, je pourrais soutenir et saluer la belle initiative d'Attaque. Vous avez vu, ils ont voulu signifier qu'il y avait des profiteurs de la crise. Et pour cela, ils se sont armés d'une arme terrible, de la gouache. Et à l'occasion de la réouverture de la Samaritaine, l'ancien grand magasin dans le centre de Paris qui sera transformé en hôtel de luxe, ils sont allés mettre de la gouache sur les vitres. Qu'est-ce qu'on a pas entendu? Il y a même le Figaro qui a appelé à la dissolution de l'attaque. Et bien nous disons, ce sont des lanceurs et des lanceuses d'alerte. Alors que le pays est groggy par la crise sanitaire, l'enjeu c'est qui doit payer pour la sortie de crise. Eh bien oui, il y a eu des profiteurs de la crise, et quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le bord. Et bien le sage, c'est Attaque, qui montrait la lune. Bernard Arnault, qui entre mars et décembre 2020 engrange 42 milliards d'euros. 42 milliards d'euros en 9 mois de fortune personnelle. 30% d'augmentation de la fortune des milliardaires françaises et français sur le temps de la crise. Oui, il y a des profiteurs de crise, et oui, on doit organiser le fait que eh bien, chacun, chacune concourt à la hauteur de ses moyens au paiement. Parce que sinon, tout repart comme avant, et en septembre, au 1er septembre, les repas à 1 euro pour les étudiants et les étudiantes, c'est fini. Voilà l'enjeu.
tout simplement. Il y a une solidarité qui a mis longtemps à s'exprimer. Notre pays a laissé des étudiants et des étudiantes s'arrêter devant les fils alimentaires avant d'annoncer enfin des repas à 1 euro. Eh bien, le quoi qu'il en coûte s'arrête au 1er septembre pour la jeunesse. Et donc, il y a un enjeu, puisque la dette doit être remboursée, déjà de discuter de son rééchelonnement et d'une annulation partielle. Mais clairement, nous devons faire contribuer les plus riches à cet effort. Et c'est tout le contraire, évidemment, de ce que fait Bruno Le Maire, malgré ses différents discours. On a encore eu une nouvelle démonstration de l'urgence d'agir pour le climat. On a 49,6 degrés au Canada, des villages qui disparaissent sous les cendres, des lacs entiers qui disparaissent sous les pôles, 80% des insectes qui disparaissent, et les pesticides à l'origine de leur disparition, qui sont maintenant désormais accusés officiellement par l'INSERM de causer plusieurs maladies, les lymphomes, les myélomes, le cancer de la prostate, la maladie de Parkinson et les troubles cognitifs. Dans le même temps, le Conseil d'État, une véritable innovation juridique, une jurisprudence historique, on doit à Damien Carrel et à la commune de Grande-Synthe, donne 6 mois au gouvernement pour tenir ses engagements sur le climat. Qui peut croire que c'est ce gouvernement qui va tenir ses engagements? C'est pas sur ce gouvernement qu'on peut compter, évidemment, à 9 mois des élections présidentielles et législatives, alors qu'ils réintroduisent les néonicotinoïdes, alors qu'ils prolongent les centrales à charbon, alors qu'ils réduisent à néant le projet de loi climat, et qu'ils ont évidemment organisé la manœuvre pour enterrer le référendum climat. Donc l'enjeu, c'est plus d'influencer les décideurs, mais de les remplacer. Et donc on s'organise, et cette fois-ci, mes amis, nous y allons pour gagner. L'enjeu, c'est la gagne. L'enjeu, c'est garantir une candidature à la présidentielle, une candidature écologiste à la présidentielle. En voilà un plan. Aujourd'hui, ce dimanche, ce samedi, ce week-end, nous adoptons le socle programmatique. Lundi, nous aurons la liste des candidats et des candidates validés pour participer à la primaire. C'est aussi lundi qu'ouvre la plateforme qui permet de s'inscrire pour participer. Les adhérents et adhérentes, évidemment, participent de droit. Et pour tous les autres, c'est 2 euros. Et moi, je vous invite évidemment à faire passer le mot. Et puis en septembre, nous voterons. 16 septembre pour le premier tour et à partir du 24 pour le second tour. En même temps, il y aura des élections importantes pour nos partenaires allemands et Grenoble. Et puis ensuite, nous proposons une coalition de gouvernement à nos partenaires. Un accord législatif, un accord de mandature, se mettre d'accord sur quelques grandes mesures phares. Également, on appelle ça des mesures basculantes, celles qui vous disent quelque chose du projet de société où nous voulons emmener le pays. Mon rôle dans cette affaire, c'est d'être garant du collectif. Et notre rôle, c'est de jouer la grève. Vraiment, je vous invite. Il y a une urgence sanitaire, une urgence climat, une urgence sociale. Nous devons jouer la grève. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a plusieurs provocations, évidemment. On en a vu là-dedans, peut-être ça peut surprendre s'agissant des écologistes, c'est qu'on est en ordre de marche. Ça n'est pas le cas des autres forces. Vous connaissez l'adage, quand je me regarde, je souris, et quand je regarde les autres, je me réjouis. Qui est prêt? Nous. Qui organise le débat plutôt que de le fuir? C'est nous. Nous sommes les seuls à organiser le débat et proposer un vote démocratique. La droite est même incapable de se retrouver à la rentrée dans un seul lieu. Et nous serons évidemment toutes et tous aux journées d'été à Poitiers. Vous pouvez évidemment d'ores et déjà vous inscrire. Donc c'est clair et c'est clair. Et même quand un partenaire finalement rechigne à s'engager à soutenir le ou la gagnante, eh bien on l'écarte. Tout simplement parce qu'on avait prévu, on avait un peu vu venir le coup, il faut bien dire, et on peut l'écarter en fonction des règles qui, évidemment, dans une primaire, il y a un engagement à soutenir le ou la gagnante. C'est clair, c'est clair. Donc maintenant, l'heure du choix approche, et moi je voudrais peut-être un peu sortir de mon rôle, ou au contraire l'incarner. Je voudrais que vous ressentiez la responsabilité qui pèse sur nous. Les parrains et les marraines, évidemment, au premier titre,
vous avez la lourde responsabilité de choisir la personne qui nous représente, non pas dans une primaire, non pas dans une élection présidentielle classique, mais bien avec l'enjeu de gagner. Je voudrais que ça pèse sur vos épaules, lourdement. On risque d'insister, très lourdement. Et ensuite, eh bien, en tant que votant et votante, la même, vous devez choisir la personne qui va nous représenter, non pas pour faire un tour de piste, non pas pour gagner en notoriété, mais pour l'emporter. Alors moi, je ne vais pas vous dire pour qui je vais voter, pour deux excellentes raisons. La première, c'est que je suis garant de l'impartialité, donc je ne dirai pas pour qui je vais voter. Et la deuxième, qui est encore meilleure, c'est que je vais choisir. J'attends les débats, évidemment, qui auront une importance. Et évidemment, le sens du collectif, des candidats et candidates, mais également de leur équipe, pèsera pour moi très très lourdement dans l'équation. Je ne vais pas vous dire pour qui je vais voter, mais je vais vous dire pourquoi. Une candidature pour gagner. Pas juste un tour de piste. On n'a pas besoin non plus, quitte à gagner, d'une hyper-présidence. Façon Sarkozy, candidat président agité et qui confie un hyper affirmé. On n'a pas besoin non plus d'une candidature et d'une présidence normale. La période n'est pas normale. Crise sanitaire, crise sociale, crise économique. Et on n'a certainement pas besoin, nous les écologistes, d'un Jupiter qui décide de tout, tout seul, tout le temps et pour tout le monde. Et quand pour qui les mots, les promesses ne veulent absolument rien dire, et perdent de sens complète. On a besoin d'auteur de vue, de vision pour le pays. Donc moi, je voterai pour un candidat ou une candidate qui tient la route dans un débat de premier tour, mais surtout dans un débat de second tour. Je voterai pour un candidat ou une candidate qui tient la route face à la Commission européenne ou face à n'importe quel partenaire du G7 ou du G20. Et puis surtout, un candidat ou une candidate qui me rende fier dans les moments de crise, un candidat fiable dans les moments de crise, en capacité de fédérer et les écologistes et bien au-delà le pays, qui offre une direction, un cap pour le pays. C'est ça l'écologie, c'est la présidence qui répare et qui prépare, qui satisfait les besoins des plus vulnérables aujourd'hui sans compromettre la capacité des générations futures à faire de même demain. Voilà l'enjeu, voilà le plan, voilà la feuille de route. C'est clair, la feuille de route elle est exigeante, mais elle est aussi enthousiasmante. Et après une année qui s'achève, qui a été extrêmement dense, extrêmement intense, je voudrais que vous preniez soin de vous cet été, ces jours, ces semaines qui viennent, avant qu'on se retrouve à Poitiers, parce que l'année qui vient va être encore plus dense et encore plus intense et absolument enthousiasmante. Alors vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez-en, reposez-vous et rendez-vous à Poitiers pour redémarrer. Merci à vous. Donc, vous voyez Serge qui est en train de montrer à tous nos collègues qui sont plus de 50. Donc, je vous le dis, c'est une vraie. Oui, quelquefois ça a des avantages. Donc voilà, je trouve ça sympa aussi de leur faire. C'est sympa. Voilà. Bon, merci beaucoup Serge. Ah oui, à vous aussi.